la venue de Wagner, la venue de la Russie a été considérée par les géostratèges américains comme un cataclysme géopolitique. Alors, donc, ça a beaucoup chamboulé les jeux géopolitiques au niveau du Sahel. Alors, donc, il faut éviter que ces jeux géopolitiques ne se répètent et que ça puisse se répercuter aux autres parties, voilà, du Sahel et globalement au niveau de l'Afrique centrale. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, le Burkina est en train d'échapper à l'agenda géopolitique occidental. Alors, si demain, le Tchad échappe également, je pense que l'Afrique centrale risque également d'emboîter le pas. Il faut dire qu'actuellement, au niveau de la Centrafrique, les choses bougent beaucoup plus et je pense aussi que les autres pays risquent aussi d'emboîter le pas. Donc, je pense que c'est une sorte de réaction préventive. Voilà, c'est comme les camarades Dom le disaient, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé au niveau du sommet États-Unis-Afrique, mais je pense vraiment que c'est une façon aussi pour les Américains, parce que le petit, je peux le dire, le jeune président est dans une confusion totale. Voilà. Parce qu'il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien depuis que moi, je qualifié, il ne maîtrise rien. Depuis que Jean-Yves Le Drian s'est pointé sur les plateaux de télé français et qu'il a lui a dit que le maréchal Idriss Déby a été tué au front. Alors, je pense que le jeune président ne maîtrise rien, il dirige rien au niveau du Tchad. Donc, je pense que c'est une faiblesse que l'Occident veut exploiter pour éviter que, parce que également, c'est vrai, il a été porté au pouvoir par les Occidentaux, la France, mais je pense que la France a beaucoup mal joué au niveau du Sahel, particulièrement au Mali, et ça n'a pas beaucoup plu aux Américains. Voilà, donc je pense que ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement au Sahel est la conséquence du mauvais jeu géopolitique français et ça chamboule également l'agenda aussi de l'empire de l'oncle Sam. Alors donc je pense qu'actuellement, c'est une façon d'exploiter ces pélés pour le dire, voilà, c'est nous qui t'avons mis au pouvoir. Alors donc tu gagnerais bien de travailler, voilà, d'être un chien adoubé, voilà, sans ça, parce que quand les Occidentaux commencent à réagir ainsi, à te mettre la pression, comment dirais-je, c'est une humiliation en quelque sorte, une façon de te dire, voilà, tu es dans nos mains, tu travailles pour nous, voilà, si tu n'obéis pas, voilà, il y a quelqu'un qui peut le faire peut-être mieux que toi. Donc, et je pense que la Russie aussi, qui est à côté, est en train de guetter tous ces pays-là qui sont dans une instabilité. Donc, pour moi, grosso modo, ce ne sont que des pressions, ce ne sont que des chantages, voilà, c'est le mot. C'est un chantage de la part des Occidentaux, ça peut être la France, ça peut être également les États-Unis. Nous souvenons-nous ce qui s'est passé au Burkina Faso. Alors, le Burkina, traditionnellement, c'est un pays colonisé par la France, mais en 2015, les États-Unis sont venus à la rescousse pour chasser le président, voilà, du Burkina Faso, à savoir Blaise Compaoré. Donc, les États-Unis se sont mêlés activement pour le départ de Blaise Compaoré en 2015. Donc, les États-Unis également cherchent également à bousculer la France au niveau du Sahel parce que Macron n'arrive pas à bien jouer les jeux géopolitiques. C'est vrai qu'au niveau de la Libye, tout s'est bien passé. Mais après, la défaite de la France au niveau du Mali a beaucoup chamboulé l'agenda vraiment géopolitique au niveau du Sahel. Alors donc, les Américains ne réagissent pas de façon, l'Occident en général. Voilà, ce n'est pas une question de quinquennat dans 2 ans, dans 3 ans, une fois dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, parce que l'aspect pro-russe est en train de gagner du terrain. Alors donc, il faut travailler à adouber de façon progressive tous les jeunes présidents qui sont mis au pouvoir par les Occidentaux. Alors, je pense que dans son fameux livre de George Freeman, le fondateur de Stratford, alors tout a été beaucoup plus clair. Voilà, donc, il y a beaucoup d'informations qui se passent dans ce livre. Et je pense que vraiment, je suggérerais vraiment à tous les activistes, à tous les panafricanistes, de bien vraiment jeter un coup d'œil. C'est un document vraiment intéressant. Alors, donc, je pense que le cas du Tchad n'est qu'un exemple parfait. Voilà, les Américains projettent dans 100 ans, dans le document, c'est the next 100 years, voilà, les 100 prochaines années de George Freeman, le fondateur de Stratford, comme je le disais tantôt. Donc, moi, je pense que c'est une réaction préventive pour éviter que le jeune président, voilà, qui a été porté au pouvoir par les Occidentaux, ne puisse basculer dans un autre camp,
voilà, pour chambouler les jeux géopolitico-stratégiques de l'Occident et globalement, voilà, BCP, la France ou les États-Unis. Merci à vous, Monsieur Zongo. Merci beaucoup pour cette analyse. Je pense que de toutes les façons, on suit cette actualité de très près. De très près en tout cas. Voilà, il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a tellement à dire. On pourrait y revenir au courant de la semaine en fonction de l'évolution de l'actualité. Alors, sans transition, on va aller vers la prochaine thématique. Mais pour nos téléspectateurs, lorsque vous appellerez, vous êtes libre de parler de tous les trois sujets. Vous êtes libre. Nous allons aller vers le Mali. Et au Mali, ce qui nous met, c'est surtout cette grâce présidentielle qui nous intéresse, avec notamment la déclaration du ministre, le colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement malien. On va l'écouter en intégralité, c'est à environ 6 minutes, et puis on revient vers nos panélistes. Numéro 043 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Par décret numéro 2023-002 PTRM du 6 janvier 2023, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes: crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celle entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. En outre, cette mesure de grâce, prise en toute indépendance, symbolise le souci de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation du Mali, à travers le respect de l'indépendance de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. La mesure de grâce prise par le président de la transition vient ainsi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako le 22 décembre 2022 du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix, au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. À cet égard, le gouvernement de la transition renouvelle sa profonde reconnaissance au président de la République togolaise, son Excellence M. Faure et Sozimna Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région. Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue jusqu'à son dénouement, le gouvernement de la transition a été indigné par l'attitude partiale de certains responsables contre notre pays. Le cas le plus récent est la position agressive du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, qui, après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo
que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Ambalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Ambalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. En effet, à cette date mémorable, le peuple malien s'est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du peuple malien s'est substantiellement renforcé. Aussi, dans l'intérêt des peuples ouest-africains, notamment leur sécurité, le bien-être, le gouvernement de la transition invite respectueusement son Excellence M. Ambalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à canaliser ses efforts dans l'éradication de la pauvreté dans la région. C'est en cela qu'il fera œuvre utile et rendra service au peuple de la CEDEAO, les seuls que nous devrons tous servir. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 6 janvier 2023. Merci de votre très aimable attention. Merci. Merci donc à nos confrères de l'ORTM et bien sûr à la régie de Foyo Média. Patient Pafendom, je vous ai vu prendre une posture très attentive à ce que disait le colonel Abdoulaye Maïga. Eh bien, une réaction peut-être sur la libération de ces 46, en tout cas 49, puisqu'on a gracié aussi les 3 femmes, donc les 49 soldats ivoiriens. Bon, ben, je crois que pour une première fois, on pousse un petit ouf de soulagement, tout en remarquant quand même que le Mali a décidé de se faire respecter et de tout faire pour que sa dignité, surtout sa souveraineté, ne soit plus jamais remis en question par qui que ce soit, surtout dans cette sous-région où ils ont eu mal à partir avec certains prééminences institutionnelles et diplomatiques qui avaient pratiquement été des proconsuls qui avaient à charge d'essayer d'appliquer des décisions qui étaient visiblement prises ailleurs et non au niveau de la sous-région. Le Mali est souverain, mais ça dénote aussi de la cohésion, de l'osmose qui est entre le peuple malien et son gouvernement. Il faut avoir cette garantie pour oser, comme le fait aujourd'hui le gouvernement de transition malien, c'est-à-dire tout faire pour dire à tout le monde, au monde entier, que le Mali dorénavant est un État souverain et que pour cela, elle demande à être respectée comme tel. Ce qui ne fait pas le cas, on le sait encore hier, non seulement pour le Mali, mais pour l'ensemble de beaucoup de pays de cette sous-région-là. Et le Mali est déterminé aussi à donner une idée du Mali de demain que les autorités sont en train de construire. C'est un Mali où, effectivement, il faudrait respecter les institutions et respecter justement les différents démembrements de l'État. On a laissé libre cours au pouvoir judiciaire de faire son travail, de donner son avis, mais surtout de ne pas être influencé par qui que ce soit. Et les condamnations, d'ailleurs, nous les avons prévues, elles sont arrivées. Oui. Mais en même temps, parce que, bon, il y a la sous-région qui existe, la vie doit continuer, les peuples frères doivent renouer
en termes de dialogue, de solidarité, de fraternité. Donc je pense que l'acte qui a été pris par le président Assimi Goïta participe à cette décrispation de cette tension-là que nous avons observée depuis un certain temps au niveau de la sous-région. Mais il faut se le dire, quand on a écouté le Premier ministre Patrick Achi dans son communiqué, on s'était bien rendu compte que la Côte d'Ivoire aussi avait levé le pied, avait changé le fusil d'épaule et avait compris qu'en réalité, il fallait aller par les voies de la négociation. Et ces négociations, peut-être que c'est une première partie de ce que nous voyons avec la libération, la grâce qui a été accordée, n'est-ce pas, présidentielle, qui a été accordée à ces mercenaires. Mais la seconde partie, ça va être que la Côte d'Ivoire doit aussi faire des efforts pour ne plus être cette espèce de base arrière d'une tentative de déstabilisation du Mali, comme l'on constate. La grâce présidentielle, dans le cas présent, est-ce que ça efface aussi tout le casier judiciaire de ces 49? Je ne pense pas. Ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés parce que c'est des mercenaires. Ils étaient dans une opération de déstabilisation de Mali. Donc, ils ont été condamnés. La grâce présidentielle, c'est pour dire, OK, nous prenons acte de votre condamnation, mais pour la grande magnanimité du chef d'État et pour les besoins de nos géopolitiques internes à notre sous-région, nous consentons de décrisper l'atmosphère, la situation en vous libérant. Et pour vous avez vu l'attitude qu'il a eu vis-à-vis dans le discours du président Sissoko Embalo. Ce n'est pas seulement le président Sissoko Embalo, j'allais dire c'est la pointe de la lance qui était dirigée vers le Mali. Mais c'est pour dire à toute la lance, attention, ça ne serait plus pareil. Nous avons notre bouclier bien en place et si vous tentez de reprendre cette ancienne stratégie de tentative de nous percer les côtes pour atteindre notre cœur, notre bouclier est bien en place et ce bouclier-là, c'est la légitimité dont jouit l'État malien aujourd'hui, qui est tout simplement l'expression profonde de la volonté du peuple malien à reconquérir sa souveraineté, sa liberté et son indépendance, mais surtout à être maître chez elle. Et c'est ça qui est, à mon sens, la chose la plus importante à retenir du dénouement de cette affaire. Très bien. Merci à vous, monsieur Ndom. Effectivement, ce dénouement, docteur Yam, il y a, d'ailleurs, monsieur Ndom est revenu là-dessus, ça reste quand même, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que cette décision, à un moment donné, on a l'impression qu'elle pourrait, je préfère le dire comme ça, remettre en question les accusations qui ont été lancées, voilà, contre ces soldats. On parle quand même d'une tentative de coup d'État, une opération qui aurait pu fonctionner, qui aurait pu marcher. Alors, est-ce à dire, ok, je vous pardonne, oui, la Côte d'Ivoire, vous avez voulu nous renverser, vous avez voulu, on vous pardonne, on continue les relations. En fait, on essaye un peu de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Ça remet en cause des accusations. Comment comprendre ça? La grâce, justement. Pas du tout. La grâce, pas du tout. Ce que cette grâce indique de façon claire, c'est que le Mali a décidé qu'il n'y aura jamais de fenêtre d'impunité ou d'opportunité d'impunité et de non-respect de la loi au Mali. C'est ça que ça veut dire. Ce qui signifie que les accusations ont plutôt été établies, puisqu'il y a eu condamnation. C'est une lourde condamnation. 20 ans de prison, c'est énorme. Pour les femmes, d'ailleurs, je crois, condamnation à mort. Par contumace. Puisqu'elles avaient été libérées. Donc, ça veut dire que les faits ont été établis. Maintenant, quand les faits sont établis, il reste, selon les lois du Mali et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, la possibilité au chef de l'État de pouvoir, au nom du peuple, vous accorder le pardon. En fait, vous permettre de ne pas purger votre peine, tout simplement. Mais votre casier judiciaire, lui, il demeure. Vous avez été condamné. C'est aussi simple. Donc l'histoire retient que la Côte d'Ivoire a voulu déstabiliser le Mali, c'est ça? Absolument. C'est exactement là le message. C'est-à-dire que le Mali a un jeu extrêmement subtil. C'est de dire, si nous faisons des échanges de prisonniers sans que ces gens-là soient condamnés, nous ne laissons aucune trace historique de cette action déstabilisatrice, de cette action qui était une action contre notre pays. Il faut qu'il y ait une trace historique pour que le monde s'en souvienne. Et chaque institution doit jouer son jeu. La justice a joué son jeu.
Ces gens ont été condamnés. Il y avait des pressions, des délais, des menaces. Vous faites comme vous voulez. Le délai a été dépassé depuis très longtemps. Et quand ceux qui voulaient récupérer ces soldats ont enfin compris le message du Mali, ils sont venus négocier à Bamako. Il y a eu un mémorandum d'entente. Qu'est-ce que ça contient? Personne ne sait. Justement, on voulait insister un tout petit peu là-dessus. On n'a rien dévoilé sur le mémorandum d'entente, ni du côté... Oui, je vois parfaitement qui voulait réagir. Ni du côté ivoirien, encore moins du côté malien. Le colonel Maïga a tout simplement rappelé que suite au mémorandum d'entente, patati patata, et on est arrivé à ça. Oui, ça participe ce que j'appelle la décrispation. Il faut parce qu'il y avait l'erreur. C'était très tendu quand même. Oui. Mais la Côte d'Ivoire avait beaucoup plus intérêt à ces dénouements. N'oubliez pas que dans bientôt, le cycle électoral va démarrer en Côte d'Ivoire. Comment pouvez-vous aller aux élections avec un boulet comme celui que vous traînez? Donc ils ont fait des pieds et des mains. Mais moi je vous dis, les concessions que la Côte d'Ivoire a été obligée de donner au Mali, justement ce mémorandum d'entente n'est pas encore on espère que ça va fuiter un jour, il faut bien qu'on en parle. Mais c'était énorme. Je suis convaincu que ce fut énorme. Ce fut d'autant plus énorme que le gouvernement ivoirien avait déjà perdu la face. Ils avaient donné une deadline. La deadline a été allègrement violée, mais là on rentre bientôt dans le cycle électoral. Il fallait très rapidement régler ce problème pour permettre au RDR, parce que Mobutu a fait des RHDP, absolument rien dit, au RDR de participer à la campagne électorale avec voilà un peu plus d'aisance. Voilà. D'accord. Je remets non, mais il y a une c'était une opportunité de consolider les institutions républicaines maliennes. Et aujourd'hui, tout le monde au Mali sait que l'exécutif ne se mêle pas du judiciaire et que l'exécutif ne vient pas court-circuiter le judiciaire. C'est une jurisprudence extrêmement importante. Si demain, il arrivait à un président, un chef d'État malien, de vouloir court-circuiter la justice, on aura une jurisprudence qui dira, même dans le cas de l'atteinte à la sûreté de l'État, du risque de déstabilisation des institutions, l'exécutif ne s'est pas mêlé des questions judiciaires. L'exécutif a attendu la fin de la procédure pour exercer son pouvoir de grâce. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, le Mali envoie un message au monde. Quand il y a un problème entre deux Africains, il n'y a aucune raison. Les pressions peuvent venir de n'importe où. Les problèmes ne se règlent pas sur la base de ces pressions-là. C'est pour ça que la peine a été prise de rappeler que la CEDEAO avait joué un double jeu, un mauvais jeu. Et que le Mali avait toujours demandé un règlement bilatéral de cette question. Et le Mali est resté ferme. Et la meilleure façon de régler les problèmes entre Africains, c'est de les régler de façon bilatérale, directement, dans une discussion entre les deux parties. Cette façon de procéder permet aux Africains de parler, parce que l'une des choses que la colonisation nous a fait perdre, c'est ça. Allez, nous devons aller au fond d'une décision aussi importante. On n'en voit pas encore le caractère historique, mais c'est ça. L'une des choses que la colonisation nous avait fait perdre, c'est la capacité de parler entre nous. Et je crois que Fendom, qui est un peu plus âgé que nous, sait quelle a été la difficulté que les Africains ont eu à se parler dans les années 60, 70 et par exemple 90, mais comment la grande bataille, les batailles de ces époques-là ont consisté, entre autres choses, à ce que les Africains se parlent. Et là, le Mali dit, quand il y a un problème entre nous, si nous nous parlons directement, nous pouvons le régler. Bon, maintenant, il y a d'autres considérations. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi libérer des gens qui étaient venus déstabiliser l'État? Le Mali ne va pas ouvrir 1 million de fronts en même temps. Le Mali a déjà un front dans le nord, qui est le front sécuritaire. Mais le Mali a aussi, parce que 10 ans, le colonel l'a rappelé, pendant ces 10 ans, l'économie malienne s'est délabrée. Le système éducatif s'est délabré. Le système logistique a été complètement désorganisé. Le Mali ne peut pas ouvrir 1 million de francs. Donc, le colonel, et dans tous les cas, l'objectif premier du gouvernement, ce n'est pas de plaire à des faucons. Ce n'est pas de plaire à des faucons, mais c'est de se demander que gagne le peuple malien. Et je suis persuadé que dans ce mémorandum d'entente, il est fort possible que les fameux
les centaines de milliards du Mali de la BCEAO ont probablement été négociés et obtenus. Et je ne serais même pas surpris que tout ça a été viré bien avant. Parce que le Mali ne laisserait pas... Alors dans ce cas, qu'en est-il des Boubou Sissé, de Karim Keïta, qui étaient justement les pièces d'échange, c'est ça, pour la libération des Karans? Un État gère les priorités, pas les concours de beauté. Un État gère des priorités stratégiques. Et je peux vous assurer que le Mali, qui peut se donner les moyens de développer son économie, c'est une priorité plus importante que ces 2 ou 3 personnes qui étaient réclamées par l'État. Pourquoi? Ces personnes sont encore en vie. Ces personnes peuvent être réclamées à tout moment. Parce que les mandats d'arrêt émis contre ces personnes-là n'ont pas été retirés. Ces mandats d'arrêt ont toujours cours légal, ça peut arriver. Mais il peut y avoir des choses comme la restauration des échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Vous savez que c'était un des corridors les plus importants de l'économie malienne. Il peut y avoir également la reprise des financements de la BOAD, de la BCEAO, etc. Et dans le cadre de la CEDEAO, c'est beaucoup plus important que ces personnes. Parce que ça consolide la sécurité du Mali, mais la sécurité nationale du Mali avec tous ses composantes sécuritaires, économiques, etc. Donc je crois que le colonel et ses amis, le gouvernement malien et tout l'exécutif malien ont certainement préféré aller vers ce qui est prioritaire pour le peuple malien, vers ce qui sécurise le peuple malien, vers ce qui apporte le plus de valeur ajoutée au peuple malien que simplement de faire un petit concours de qui est plus puissant que l'autre ou qui parle plus haut que l'autre. Merci à vous, Dr Yamb. On rappelle aussi, Bachir, que cette décision intervient quelques heures, je veux dire comme ça, au jour, après la visite du président Faure Gnassingbé, tout à fait. Qui a eu justement un entretien avec le colonel Assimi Goïta, lui qui était considéré du moins comme l'un des médiateurs. En tout cas, il s'en est félicité aussi. On évoquera certainement son rôle dans tout cela. Dans cette affaire. Alors, monsieur Barthélémy Zongo, effectivement, d'abord en ce qui concerne cette décision du gouvernement de transition du côté du Mali, la grâce présidentielle. Alors, selon vous, quel est le message que le Mali a voulu renvoyer en prenant cette décision alors que la semaine dernière, les militaires, du moins mercenaires, entre guillemets, ivoiriens, avaient déjà été condamnés? Alors, donc, cette affaire de 46 mercenaires ivoiriens, ça me fait beaucoup rire. Alors, ça me fait beaucoup rire et je pense que c'est ça aussi le jeu géopolitique. Voilà, donc, une grâce présidentielle qui a été accordée aux 20 ans de prison et pas de sanction de la part de la préfecture ou du gouvernorat français, c'est-à-dire la CEDEAO. Alors, donc, quelques instants après, voilà, un discours du représentant ou du porte-parole du gouvernement malien qui octroie une grâce présidentielle à ces 46 mercenaires. Alors, je pense que c'est comme je le disais tantôt, ça me fait rire, mais voilà, une observation de forme me permet de dire que le Mali joue gros dans ce championnat. Voilà, le Mali fait face depuis fort longtemps, depuis l'arrivée du colonel maréchal Assimi Goïta. Le Mali seul fait face à la France, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'UOMOA, aux États-Unis. Alors, donc, je pense qu'il faut vraiment saluer le courage et il faut vraiment saluer la détermination du gouvernement du Mali et avec en tête le président Assimi Goïta et également qui est soutenu par un peuple vraiment très fort mentalement. Et là, il faut le souligner. Alors, donc, je pense que l'affaire des 46 mercenaires, c'est une façon aussi pour le gouvernement malien de rappeler à la communauté internationale qu'il est le vainqueur de ce championnat. Alors, malgré les sanctions, malgré les tractations de tout ce groupuscule-là, afin de déstabiliser le Mali, je pense que le message est passé. Voilà, ils se sont rendus compte que le Mali est imperturbable. Et rien que le message du colonel Maïga, je cite, alors, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables. Alors, il a décidé de retrouver sa souveraineté. Alors, donc, je pense que ce n'est pas la première fois que le président malien, à travers le porte-parole, rappelle cela à la communauté internationale. Donc, je pense que c'était l'occasion aussi pour eux
et de leur dire vraiment que, quel que soit ce que vous allez faire, nous restons campés sur notre position. Et un aspect aussi que je voulais souligner, je pense qu'il y a eu des tractations. Voilà, il y a eu des tractations. Et si réellement, à l'heure où nous en sommes, il y a eu un tournement au cours de cette crise des currencies mercenaires, je pense qu'il y a eu vraiment un terrain d'entente où le Mali, quand même, s'en sort, voilà, dans cette tractation-là. Donc, je pense que le Mali, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, si cet accord-là n'arrange pas, je sais que le président Yadema a beaucoup joué. Alors, je pense que la Côte d'Ivoire également, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est un pays frais. Il est dirigé par un président qui n'est pas du tout panafricaniste. Mais je pense que les deux pays ne gagneraient pas vraiment à arriver à ce stade. Voilà, ce sont des pays frais. Alassane Dramane Ouattara gagnerait vraiment en pouvoir sur eux. Je pense qu'il est téléguidé par la France, l'Occident. Il a été monté au pouvoir par ces occidentaux. Je pense que Alassane Dramane Ouattara gagnerait vraiment à revoir son jeu géopolitique. Et je pense que c'est toute l'Afrique qui gagnerait vraiment à aller dans ce sens. Et il faut heureusement que, c'est comme je le disais tantôt, et le Mali seul ne pourrait pas gagner cette bataille-là à Londres. Parce que, il faut le dire, oui, ça tient, mais si ça continue à ce rythme, moi j'ai beaucoup peur. Voilà. Il faut heureusement qu'il y a quand même un jeune président qui vient de monter au niveau du Burkina Faso et qui a déjà entamé des accords, voilà, au niveau du Mali. Je pense que vraiment il y a c'est quelque chose d'agréable et de révolutionnaire qui se prépare. Et progressivement, moi je conseillerais vraiment au Mali, au Burkina Faso de quitter cette institution coloniale et vraiment d'aller vers une dynamique panafricaine et dont vraiment les masses populaires en réclament le plus fort. Restez un tout petit peu avec vous. Si pour le cas du Mali, le principal message est de dire ou de réaffirmer la souveraineté du pays, qu'en est-il pour la Côte d'Ivoire? Quel est finalement le message qui se dégage pour la Côte d'Ivoire? Une Côte d'Ivoire, il faut bien le rappeler, qui est, on ne peut pas le nier, l'un des pays les plus puissants quand même de la sous-région. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire est scotchée depuis fort longtemps par la France. Avec l'arrivée de Macron, comme je le disais tantôt la fois passée, Macron a mal joué son jeu géopolitique au niveau du Sahel. Alors, que ce soit Macron, que ce soit la CEDEAO, que ce soit Alassane Dramane Ouattara qui utilise tout cela, c'est un échec total pour Alassane Dramane Ouattara. Voilà, c'est un échec total. Les Ivoiriens, ils le savent. Le président, ils sont perdus. Voilà, la Côte d'Ivoire sort perdant dans ce jeu. Voilà, donc je pense que c'est comme un match nul que Ouattara a gagné. Voilà. C'est une façon aussi de dire que bon, voilà, nous avons travaillé, voilà, il y a une volonté d'aller à l'apaisement, mais dans le fond, la Côte d'Ivoire sort perdante. Hein. Là, c'est officiel, la Côte d'Ivoire sort perdante. Diawara, le général, il nous a rejoint, donc on va aller de ce pas vers lui. Merci d'être là, général Issa Diawara. Nous parlons de votre pays, le Mali. On a longtemps épilogué sur cette question des 49 mercenaires ivoiriens, finalement condamnés, mais graciés par le président Assimi Goïta. Alors, comment est-ce que la nouvelle a été accueillie du côté de Bamako et même de Kati où vous êtes? Et puis, quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation? D'accord, Issa Diawara, le temps de se réinstaller et de connecter le micro. On affiche les numéros quand même pour nos appelants. Ils sont nombreux à nous interroger. À quel moment on appelle? Eh bien, c'est à tout moment. De toutes les façons, on a déjà dit beaucoup de choses avec nos panélistes, des choses qui susciteraient, pourquoi pas, les réactions de nos téléspectateurs. On retournera à Issa tout à l'heure, c'est Doubet. Patient parfait d'homme, le rôle joué par... le président Faure Gnassingbé dans cette médiation. Il faut bien dire que lui aussi, il en a pris des coups. Il faut bien le rappeler. Faure Gnassingbé, ça n'a pas toujours été facile. Son ministre des Affaires étrangères, parfois taxé de ceci, parfois taxé de cela, mais ils ont tenu bon. Et finalement, quelle lecture vous faites du rôle du Togo dans cette crise? Premièrement, ça veut dire qu'au sein de la CEDEAO, il n'y avait pas du tout unanimité. Oui. Il y avait des sons de cloche
Quand vous le dites, ça nous rappelle que le Togo, par exemple, n'avait pas voté pour les sanctions. Oui. Voilà. Parce que vous savez que l'arme fatale, ce fut les sanctions. Oui. Et l'attitude de la diplomatie togolaise a contribué à crédibiliser, si on peut le dire comme ça, le rôle de médiateur du président Faure Gnassingbé Eyadema. Et cela a aussi permis justement qu'un certain nombre de garanties lui soient données, n'est-ce pas, et par la CEDEAO et par les partis qui étaient en conflit, je parle de la Côte d'Ivoire et le Mali, pour pouvoir mener à bien sa médiation qui, nous le savons tous, ne fut pas du tout un long fleuve tranquille. Ce ne fut pas du tout évident. Vous vous souvenez des déclarations du le président, il va pour 24 heures et puis après 5 heures, il reprend l'avion pour repartir, reprendre la route pour Abidjan. Ce ne fut pas du tout facile. Mais ce qu'on doit retenir aussi, c'est de dire que la CEDEAO, cette fois-ci, a été confrontée à un véritable dilemme. Un véritable dilemme qui était: est-ce que nous allons continuer à laisser la gronde, parce qu'il y avait un gronde au niveau des populations dont on ne parle pas beaucoup, de la CEDEAO, prendre de l'ampleur, alors que nous avons, sans perdre la face, la possibilité d'utiliser un médiateur qui va enfin réussir à décrypter complètement les jeux, à dénouer complètement ce nœud-là, à nous permettre que, tous les partis prenant dans l'affaire ne perdent pas la face, mais qu'on aille rapidement vers le dénouement de cette affaire. Et c'est ça qui a été, j'allais dire, le rôle clé, j'allais dire, la magie de président Faure Gnassingbé Eyadema. Et surtout, il a donné du temps, toute l'énergie. Il s'est vraiment mouillé à fond pour pouvoir arriver à cette résolution. Il a pu demander aux deux parties de pouvoir faire des concessions. Oui, je pense que du côté de Mali, on savait très bien ce qui allait se passer. Mais ce qu'il fallait arracher en termes d'acquis, le Mali, c'était justement cette grâce présidentielle. Et ça, il a réussi à le faire. Du côté de la Côte d'Ivoire, il fallait faire son propre mea culpa, même si ce ne fut pas officiel. Nous sommes convaincus que le mea culpa, le mea maxima culpa d'ailleurs, a été fait de la part d'Abidjan. D'où l'attitude du Premier ministre Hachi, qui dit: bon, maintenant, ce n'est plus la confrontation violente, nous allons aller par le biais des négociations pour arriver rapidement à un dénouement heureux. Donc, bravo, et là je suis d'accord avec Dr Mtimba, c'est pas un concours de beauté, mais bravo, chaque fois que les Africains sont en difficulté, et dans des difficultés graves, s'ils se parlent, ils sont toujours capables de régler le problème. Vous savez, les questions d'exorcisme collectif que nous appelons souvent pour nous-mêmes, on oublie que ça fait partie, n'est-ce pas, des modes de résolution des conflits propres à l'Afrique. Les gens se sont toujours dit, il suffit de dire à mon frère, j'ai fauté. Excuse-moi, j'ai fauté. Même si c'est ton enfant que j'ai tué, je l'ai fait. Je demande pardon. Je demande pardon à la communauté. Est-ce que je peux bénéficier, n'est-ce pas, de circonstances atténuantes, et qu'on tourne la page et on avance. Cette question-là a été, à mon sens, au cœur de la résolution de ce conflit. Mais n'oublions pas, je compte le dire, 70%, et là je reviens tout à l'heure, 70% des exportations et des importations de l'État malien partaient du port d'Abidjan. Avec cette crise, c'est vrai, il y a eu de nouvelles ouvertures. On dit toujours que la crise crée des opportunités avec le port de Conakry, mais le port de Conakry n'est pas encore assez bien outillé pour être capable, en capacité de contenir ce niveau de trafic. Donc, et pour les opérateurs économiques ivoiriens, et pour les opérateurs économiques maliens, ce fut très difficile. On a vu que c'est très difficile. Maintenant, même au niveau du commerce de base, vous savez, on parle souvent du gros commerce. On oublie que les populations entre eux échangent. Les vendeurs d'Attiqué, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ne savaient pas par où donner la tête. Vous avez vu pendant le Ramadan, je crois, l'histoire des moutons. La Tabaski. La Tabaski. Donc, la crise des moutons. Ça paraît anodin, mais quand on met tout ça ensemble, on voit que vraiment, on n'avait pas du tout intérêt, alors que le Mali est confronté
à cette nébuleuse djihadiste que l'affronte avec beaucoup de succès, et chapeau à l'armée malienne, mais on n'a que 2 bras. Il faut savoir faire la part des choses que d'être dans la perspective d'ouvrir tous les fronts au même moment, surtout quand on a la possibilité d'éviter l'ouverture de certains fronts. Maintenant, celui qui a perdu la face dans cette affaire-là, on sait qui a perdu la face. Les ultimatums, les ultimata et de la CEDEAO et de la prétendue communauté internationale et de M. Ouattara n'ont pas du tout abouti. Et en plus, ce qui est intéressant dans l'affaire, les gens ont été condamnés. N'oublions pas le poids des condamnations. C'est pas du tout anodin. Donc ils n'ont pas du tout été élargi en disant c'est un non-lieu, il n'y a rien eu. Non, ils ont été condamnés. Donc on a reconnu qu'effectivement c'était des mercenaires qui avaient pour but de venir déstabiliser le Mali. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va nous démentir. Elle a eu une communication chaotique au tout début de l'affaire. Non, ce sont les gens qui sont au service de la MINUSMA. La MINUSMA dit nous, on n'est pas beaucoup au courant de cette affaire. Non, vous ne savez pas, mais ils étaient là pour sécuriser les forces allemandes. L'Allemagne dit là aussi, nous, on ne pense pas que c'est vrai. Finalement, non, ils s'occupent plutôt de sécuriser une compagnie aérienne qui s'occupe du transport logistique pour l'aménagement de l'aviation de Mali. Et quand on regarde, c'est quelle compagnie? On voit qu'elle est domiciliée aux États-Unis. Et parmi les actionnaires, on voit par exemple le petit frère d'Abdoulaye Wade. C'est là où vous voyez, de Macky Sall, excusez-moi, de Macky Sall, le président sénégalais. Et c'est là où la toile commence à apparaître plus claire. Et maintenant, on a des soldats qui sont des cuisiniers, qui sont des maçons, qui sont des menuisiers. Donc, vraiment, je pense que si Foucault et Bob Denard étaient encore en vie, ils auraient dû dire aux autorités ivoiriennes, mais quand même, arrêter d'être aussi amateurs. Non, on faisait ces choses un peu plus professionnelles. Voilà. Donc, vraiment, cette affaire-là indique le niveau de violence qui est souvent appliqué à des régimes ou bien à des gouvernements, à des États qui refusent, n'est-ce pas, de continuer à être des espèces de chiens couchants de l'impérialisme. Et c'est chapeau au Mali, chapeau de Mobutu, chapeau au Mali, vraiment bravo, et vous donnez envie à tous ceux qui sont dans ce combat de continuer ce combat. Merci pour tout. Merci à vous, Monsieur Ndom. On nous signale que Issa Diawara nous a rejoint finalement. Bienvenue Issa Diawara. Je vais simplement reprendre la question que vous a posée Bachir tout à l'heure à propos de cette décision du gouvernement malien. Alors, cette grâce présidentielle, comment est-ce que cette décision a été accueillie du côté du Mali par la population? Ok, merci. Bonsoir à vous, Madame Manuel Siké. Bonsoir à Bachir, bonsoir bien sûr à l'aîné parfait Ndom que je vois au plateau. Bonsoir à tous les autres et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. D'ailleurs, vous voyez, je suis même en route comme ça. J'étais sur un plateau local, ça c'est en langue bambara. Il fallait peut-être parler de cette même thématique. Comment ça a été accueilli? Je pense dans la grande majorité positivement, oui. C'est une suite logique, les gens s'y attendaient. Mais je pense que c'est l'ultimatum de la CEDEAO qui a dû retarder cela. Et il a failli que Embalo lui-même sorte d'abord pour renoncer officiellement à cette connerie, en tout cas d'ultimatum. D'abord que Ouattara, en tout cas, désavoue Embalo dans cette dynamique, ça il ne faut pas l'oublier, et que Embalo sorte bien sûr pour nier, en tout cas pour dire que vraiment il n'est pas question de sanctions. Lui, son mandat ne doit pas être ponctué de sanctions hautes. De toutes les façons, si la CEDEAO avait dit jusqu'à, je ne sais pas, en 2024, le Mali allait les tenir jusqu'en 2024. Maintenant, ce qu'il faudra voir au-delà de cette action, concrètement, les garder, qu'est-ce que cela apporte au Mali? Entre les États, il n'y a que question d'intérêt. On les a gardés, oui. Depuis le début, le Mali voulait discuter directement avec Ouattara parce que il faut avoir une vue globale de la situation. Le Mali est en guerre contre la France. Et Ouattara n'est qu'un des fronts, n'est qu'une des batailles. Ouattara n'est qu'une face de la France. Donc, il fallait éteindre l'effet du côté de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a dit à Ouattara de venir, on doit discuter. Au début, il avait refusé, il avait confiance à sa grande sœur, la CEDEAO et peut-être à sa marâtre qui est l'ONU. Mais finalement, ni la CEDEAO ni l'ONU n'ont pu rien. Le Mali a désavoué le secrétaire général de l'ONU jusqu'à la tribune des Nations Unies.
Donc, où est-ce que Ouattara pouvait encore, en tout cas, chercher grâce? Je ne vois nulle part. Donc, finalement, le Mali voulait ça depuis le début. Il est venu, on a signé un mémorandum et il est tenu désormais par certains engagements. Beaucoup disent que Ouattara n'honore pas les engagements, mais c'est qu'ils oublient. On peut estimer déjà à peu près à 60-70% l'application déjà de l'accord du côté de Ouattara. Parce qu'il était question de débloquer les milliards du Mali gelés injustement, ça a été fait. Et les mercenaires, Ouattara les a loués pour déstabiliser le Mali. Nous avons saisi ces mercenaires et nous les avons revendus à des milliards, à des centaines de milliards à Ouattara. Et une façon pour Ouattara de réparer tous les dommages, en tout cas des sanctions de la CEDEAO. Et au début, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit que c'était un chantage ou autre, mais finalement, cela a terminé par cela. Les garder concrètement, c'est quoi? Beaucoup des alliés du Mali vont finir peut-être par nous lâcher aussi. Beaucoup de gens font des tours ici à Bamako sans que vous vous apercevez. Il y a eu beaucoup d'intermédiaires, il y a eu beaucoup de communication. Mais nous, ce qu'on voit surtout, c'est les intérêts de l'Afrique et du Mali dans cette histoire. Dorénavant, tout peuple africain comprendra aussi que la France n'est rien. Un valet de la France comme Ouattara ne peut rien. Et l'ONU même ne peut rien. Et tout le monde a été recadré, tout le monde a été mis dans son petit sac. Et je pense que le Mali gagne beaucoup en termes bien sûr de finances et en termes même politiques. Parce que n'oubliez pas, les opposants maliens du côté de la Côte d'Ivoire seront rapatriés ou d'ici leur rapatriement, ça va prendre du temps, ils seront sans doute dorénavant soumis à un devoir de silence. Et les armes, bien sûr, que les mercenaires transportaient sont dorénavant maliennes. Donc, il faudrait savoir aussi que grâce à ces mercenaires, le Mali a réussi à expulser Olivier Salgado, le porte-parole, et bien sûr de la MINUSMA qui est un Français. Le Mali a réussi à suspendre pendant un moment les rotations, en tout cas des contingents de la MINUSMA. Le Mali a réussi à reprendre le contrôle total de son espace aérien, de sorte que l'Allemagne ne cesse de pleurer, de pleurnicher ici. Donc, je pense qu'il faudrait voir les gains. Qu'est-ce que le Mali a concrètement gagné dans ça? Et qu'est-ce que Ouattara gagne? Ouattara gagne quoi? En fait, si je dis le gain, c'est un peu ironique. En fait, il doit recevoir les 46 mercenaires qui ont longtemps côtoyé les gendarmes et les policiers du Mali. N'oubliez pas une chose. Pour Chéric Balé est en prison là-bas. Parce que Ouattara a tellement peur d'Assimi Goïta, juste parce que cette dame est venue au Mali. Pour Ouattara, elle a peut-être des grenades de la part d'Assimi Goïta. Donc il faut l'emprisonner. Et dorénavant, dites-vous les 46 mercenaires qui ont côtoyé les militaires maliens, les gendarmes maliens, les policiers, les services de secret, comment Ouattara doit apercevoir leur retour? Doit-il les enfermer? Doit-il les laisser libres? Et c'est quand ils seront libres dans leur mouvement. Et cela, c'est en faveur de Ouattara. Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Quelle sera la gestion de ces 46 mercenaires dorénavant entre les mains de M. Alassane Ouattara? Pour le moment, le colonel Assimi Goïta a fait un grand discours. Il a demandé aux Maliens de passer à autre chose. C'était à la veille, en tout cas, de leur libération. Il n'a même pas parlé de cela, ni lors de son discours de l'année, ni lors de son intervention de l'autre jour. Donc, en fait, pour le Mali, Assimi Goïta veut redémarrer toutes les usines qui étaient opérationnelles au temps de Modibo Keïta, du fait président Modibo Keïta, et que la France avait fait fermer. Il dit qu'il est question de faire redémarrer toutes ces usines. Et je pense qu'avec l'argent obtenu grâce à la vente de ces mercenaires, à Ouattara, bien sûr, nous allons très vite démarrer ces usines. Je vous remercie. Merci à vous, Général Issa Diawara. En tout cas, on a vraiment beaucoup plus d'informations venant d'Issa Diawara, d'où l'importance de sa présence sur le plateau Sikendoumbé. Je crois qu'on va donner la parole à nos téléspectateurs avant de reprendre le tour de table. Tout à fait. On a déjà quelques téléspectateurs en attente. Je pense qu'on va commencer par M. Sapongnou Jean, depuis les États-Unis. Bienvenue, monsieur. Bonsoir. Bonjour Siké et Doumbé, bonjour Bachir, et bonjour aux techniciens, bonjour à vos invités, et Niam, Patient Parfait, Barthélemy et Issa. Bonjour à vos combattants de For You Media. Bachir, commençons par le Tchad. Comme je l'ai dit hier, mon appel va aux généraux et puis à Idriss et Kaka.
Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce sont eux qui sont dans la marmite et les autres vont suivre. Généraux, parce que c'est eux qui seront utilisés comme la France a toujours fait au Tchad. Et ils seront utilisés comme cobayes pour détruire leur propre pays. Parce qu'on a déjà trop vu, hein. S'ils ne comprennent pas, on ne sait pas comment il faut encore le dire. Pour détruire leur pays et non la France. Et à Kaka, de tout faire pour renforcer. Peut-être on va encore le tuer, comme ça on va pas. Mais de tout faire. Cette histoire de dialogue, cette console là, c'est pour vous amuser, on le disait depuis longtemps. De tout faire pour renvoyer ou bien susciter dans la population tchadienne effectivement ce réveil qui va permettre aux Tchadiens de voir que c'est la France qui a mis le pied sur leur cou depuis longtemps et qui les manipule par le bien matériel, la corruption. Et prend ces décisions. Parce qu'il y a aussi le Centrafrique là-bas, on voulait l'utiliser pour faire cher, mais il n'est pas 100% d'accord. Et ce sont ces généraux-là, certains généraux qui sont en train de faire tout cela contre lui. Mais ils pensent que c'est contre lui, mais c'est contre le Tchad, c'est contre la population tchadienne, qu'ils comprennent. Et de tout faire pour renvoyer. C'est ça un homme. Dis non. Kaka, dis non à la France. Plie tes bagages. Quitte mon pays. Je ne sais pas ce que tu cherches avec ta base militaire dans mon pays. Quitte mon pays. Il a qu'à le dire et mourir aujourd'hui. Il a semé un grain. Quitte mon pays. Quitte le Tchad. Va en France. Ramasse tes chiens. Va les parquer. Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger là-bas. Et c'est en Afrique qu'ils viennent pour faire ce banditisme. C'est une injustice. Je m'arrête là pour le Tchad. Maintenant, concernant le Mali. Vous savez, le Mali a porté plainte contre la France à l'ONU. Et le Mali disait qu'il a les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'ici, la France n'a dit un mot concernant cela. Les 46 mercenaires, le peuple malien a recueilli, les dirigeants bien sûr, a bien recueilli les informations nécessaires pour encore ajouter à ces preuves-là. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce qui est entre la Côte d'Ivoire et le Mali comme mésentente? Il n'y a rien. Alors s'il y a ce problème, ça veut dire que c'est la France qui fait. Sinon il n'y a pas de raison pour Ouattara pour envoyer ces mercenaires là-bas, soi-disant soldats. Et c'est ce que la France répète, les médias français répètent toujours, soldats ivoiriens. C'est des bandits ces médias-là. C'est des bandits ces gens-là. C'est des minables. Ils prennent les Africains comme toujours, comme avant. Qui croyaient à leurs mensonges. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Alors, c'est la France qui est toujours à l'œuvre. Et sera toujours à l'œuvre. Qu'il sait que le Mali ne va pas le laisser, et puis tout est dit à ce niveau. Alors, c'est la France. La France sera toujours condamnée, elle sera exposée dans ces crimes. Parce que, Bachir, vous savez, nous sommes nous aussi les hommes quand même. Nous sommes les humains. Nous réfléchissons, nous pensons. Mais pourquoi la France va toujours nous traiter? Quand il y a la France, sachez que c'est la France et les États-Unis, ce complot. Hein. Pourquoi ils vont toujours nous traiter comme des villes? Pourquoi? Et ça continue toujours. Ils doivent arrêter ça là. C'est des bêtises. Nous le disons parce que nous avons raison. Nous ne les avons pas agressés, c'est eux qui nous agressent et nous tuent. Pas l'OMS et tout. Sinon, ce minable de Guterres, est-ce qu'il peut parler de l'Afrique? Il parle de l'Afrique comme si l'Afrique est un village. Ils en auront pour leur compte, spirituellement. Concernant le Burkina Faso, nous disons aux nouveaux dirigeants d'être sereins, de ne pas lésiner sur les points nécessaires. Aucune influence ne vienne les retenir, aucun mensonge ne vienne les retenir encore sur leur chemin d'avancement. Libérez votre pays de la France. Libérez votre pays, que ça coûte n'importe quoi. Libérez ces babous français qui sont dans vos institutions et qui pensent que vous pensez qu'ils sont en train de vous aider. Ils ne vous aideront jamais. Que le Bénin prenne note de ceci. Que le Bénin de Maté Kerekou, le Bénin de Béhanzin, qu'ils prennent note de ceci.
que ces crabes qui sont là-bas et qui sont en train, toujours parce qu'ils ont leur économie à Paris, de jouer le jeu, le peuple béninois ne s'arrêtera jamais du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, de même que pour le Togo. Pour le cas de l'intermédiaire, ça fait rire parce que c'est que le Mali a donné une opportunité à Faure Gnassingbé qui veut s'échapper de la main de la France, je ne sais pas comment, de s'échapper et de venir en réalité coopérer et de voir clair. Parce que ces francs-maçons-là, ils s'embourrent dans leurs mensonges, dans leur masturbation du cerveau. C'est des menteurs, des grands menteurs. Eux-mêmes, ils l'ont affirmé. Je m'arrête là, nous sommes en guerre. Que Dieu bénisse. Merci à vous, Monsieur Jean. Merci beaucoup. On reste au téléphone avec vous cette fois-ci. Zerfel, Monsieur Zerfel depuis l'Allemagne. Bonsoir. Allô? Allô? Est-ce que Monsieur Zerfel est là? Alors, on me signale que Monsieur Zerfel est là. Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas, Monsieur Zerfel, est-ce que vous nous écoutez? Bonsoir, Manuela, la diva de For You. Et je salue Bachi, je salue vos invités. Parce qu'ils sont nombreux, je ne vais pas citer tout le monde, parce que le temps presse. Moi, je vais parler du Mali. Vous savez, vous les politiciens qui sont sur le plateau de For You, là, vous parlez politique. Nous autres, on ne parle pas politique. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, dans l'Afrique, là, c'est l'hypocrisie des politiciens aujourd'hui qui nous amène à nous mettre en retard. Si je dis, je m'exprime. Voici des gens qui sont partis tuer des gens dans un pays qui ne connaissent même pas. Aujourd'hui, parmi les 49 personnes, les mercenaires qui sont partis là-bas, ce ne sont pas tous des Ivoiriens. Parce que ce que les Maliens ont fait aujourd'hui là, moi, je pense que c'est une, comment dirais-je, c'est l'hypocrisie de l'homme noir. Pourquoi, pour cela, nous sommes toujours en retard. Regardez, les gens sont venus, vous allez juger ces gens à huis clos. Et on dit que, comment dire, parmi eux, vous dites que ce sont, comment dire, les Maliens ont gagné, ils ont gagné quoi? Parce que aujourd'hui, les Français qui sont là, ils sont contents. Parce que les Français qui sont parmi les mercenaires qui sont venus tuer les Africains, là, on les a pas vus. Qui les a vus? Demain, ils vont brandir que, ouais, ils vont faire du chantage sur les Maliens pour dire qu'ils ont arrêté des Ivoiriens, qu'ils ont pris en otage. Il fallait le montrer aux yeux de tous les Africains. Comme ça, celui qui a son mercenaire dans ce groupe-là, il sera indexé à chaque fois qu'il y aura un problème quelque part. Au lieu de se mettre ensemble pour lutter contre ceux qui viennent tuer, les djihadistes qui viennent tuer, comment dirais-je, dans certains pays, comment dirais-je, pour aider ce pays-là, et ils se mettent de l'autre côté pour venir tuer les Africains. Et encore, on les juge et puis on les cache. C'est quand même, moi je pense cela que vraiment, je ne peux pas accepter ce genre de comportement des Africains aujourd'hui, des politiciens. Et parce que, comment dirais-je, vous allez voir dans ces jours-là, ils vont brandir des choses, comment dire, les gens de RDR, de la Côte d'Ivoire, de Draman, là, ils vont taper la poitrine pour dire que, comment dire, la gente qui est au pouvoir, ils ont fléchi les genoux devant Draman. C'est la moindre des choses, parce qu'il fallait montrer ces gens-là. Le fait de les montrer, et ils vont parler devant tout le monde, et puis dire ceux qui les ont envoyés. Déjà, même si on les gracie là, nous on est contents, parce qu'on les connaît. Non, moi je m'arrête là, parce que vraiment, c'est quand même, c'est dur pour tous les Africains. Tout le monde n'est pas content de la libération de ces mercenaires-là, sans qu'on les voie, sans qu'on ne sait pas ce qu'ils sont partis chercher là-bas, ceux qui les envoient, on ne sait pas aujourd'hui, et vous dites que François est français. Non, moi je ne suis pas d'accord dans ça là. Parce que si on les a vus, les Français qui sont à l'intérieur de ce groupe-là, on les laisse, maintenant les Français allaient se méfier de nous, des Africains. Ça, c'est la moindre des choses. Merci, Bachi, et puis merci, Emmanuel. Et je salue tous les techniciens.
Merci à vous, monsieur Zerfel. Merci beaucoup. Gallo-Célie est au standard. Bonsoir à vous, cher monsieur. Alors, est-ce que, comme monsieur Zerfel, vous également, vous n'êtes pas d'accord avec cette décision du gouvernement malien? Oui, bonsoir madame Siken Doumbé, bonsoir monsieur Ladan, bonsoir à tous vos invités, aux téléspectateurs de For You. D'entrée de jeu, non, je dirais que je suis plutôt extrêmement satisfait de cette libération. Je vais m'expliquer très rapidement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais aller à pas de course. Premièrement, vous êtes mes préférés, madame Siken Doumbé et monsieur Ladan. Pourquoi? Parce que vous réussissez à sortir l'information entre des panélistes bouillonnants en direction des téléspectateurs fougueux qui ont une haine dure contre la France. Et ce n'est pas un compliment, hein, pour ceux qui sont au Cameroun, ils savent que faire cela au Cameroun, c'est une opération qui nécessite beaucoup d'énergie et une, je ne sais pas comment on dit ça, une attention à toute épreuve, c'est-à-dire une vigilance permanente. Voilà, cela dit, je dirais que les Occidentaux sont très fâchés de cette décision. Pourquoi? Parce que tout pour eux, c'est opposer les pays africains entre eux. Donc, M. Goïta a levé déjà cette incertitude. Deuxième chose, Ouattara est le premier bénéficiaire de cette histoire, Madame Siken Doumbé. Pourquoi? Parce que Ouattara risque d'entrer à l'Académie française. Parce que voilà un monsieur qui nous, jusqu'à il y a quelques jours, les académiciens français nous faisaient croire que sans délai veut dire immédiatement. Alors que pour Ouattara, sans délai veut dire il n'y a pas de délai. Tous les jours, sans délai, sans délai, sans délai, ça fait plus de 6 mois. Donc quand on vous dit c'est sans délai, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai. Donc les académiciens doivent modifier ce terme-là. Deuxième chose, Ouattara disait toujours aux Ivoiriens, ils seront libérés bientôt, bientôt. Pour nous les jeunes, quand vous nous dites bientôt, allez, on pense tout de suite à lundi matin. Hein? Mais pour des anciens combattants comme le Pendom, qui lutte pour notre indépendance depuis 70 ans, ils savent que bientôt ça peut prendre des décennies. Et quand on se rapporte au temps de Dieu, bientôt ça peut même prendre des siècles. Donc je crois que voilà deux termes sur lesquels l'Académie, sur la base de cette humiliation à M. Ouattara, peuvent retenir. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette libération? En 4 points très rapides. Premièrement, c'est une leçon à la Côte d'Ivoire. Je crois que les panélistes de For You rappellent cela à nos chefs d'État. Quand la France vous utilise, le jour où on vous prend, il vous laisse tomber en plein vol. Ouattara a pris ça à ses dépens. C'est une petite main. Deuxième chose, le président Goïta, le Mali a toujours souhaité que cette histoire soit une affaire bilatérale entre deux pays africains. Et c'est ça l'aspect panafricaniste que les gens ne voient pas beaucoup, parce que les Maliens savaient que dès que l'étranger va entrer là-dedans, ils vont créer une situation où les Africains vont se tirer les uns sur les autres. Et c'est là où je dis, il a rejeté en ballot qui venait de CEDEAO. Tous ceux qui ont voulu mettre la bouche dans cette histoire-là. Le président Biya n'a rien dit dans cette affaire. Il n'a rien à voir dans cette opération de haute criminalité. Tous ceux qui ont mis leur bouche là-dedans étaient complices de ce coup des mercenaires. Et c'est pour ça qu'il a privilégié Yadema n'a aucun mérite. C'est juste que les Maliens voulaient que ce soit une affaire entre Africains. Et c'est ce qui s'est passé. Troisième leçon à Ouattara, c'est une leçon présidentielle. Ils seront tous obligés d'appeler M. Goïta président, parce qu'il n'y a qu'un président qui a le privilège d'accorder, comment on a appelé ça, une grâce présidentielle. Il n'y a qu'un président pour le faire. Et M. Ouattara qui est arrivé à l'occasion d'un coup d'État a encore beaucoup de prisonniers qui croupissent dans leur prison. Mais comme Ouattara n'est pas le président de Côte d'Ivoire, c'est un manipulé. Ce n'est pas lui qui détient ces prisonniers, c'est la France. Et ce n'est pas que Ouattara, la plupart des prisonniers que vous voyez en pays francophone, ce sont des prisonniers de la France. C'est la France qui dit arrête-moi tel, arrête-moi tel. Quel est l'intérêt des chefs d'État à prendre leurs citoyens et mettre dans les prisons? Aucun. Sauf si ce n'est pas des ordres venus de Paris. Dernière leçon, et c'est ça qui est très important, c'est ce que les gens n'ont pas très bien compris, la sanction, Madame Siken Doumbé. Monsieur Ladan, cette sanction est une information à tous les infiltrés qui sont déjà... Parce qu'on nous a dit que c'était le 8e roulement. C'était le 8e roulement des gens qui en ont des pays avec des faux passeports. C'était le cas. Là où nous parlons là, les 7 premiers contingents qui sont entrés au Mali sont quelque part avec des faux passeports et tout, et qui sont fondus dans la masse. Et cette sanction-là est un message à ces gens-là. Prenez vos balichons, fichez le camp du Mali. Car le jour où on va vous arrêter, vous allez payer très lourd. Et personne ne viendra vous défendre. Vous avez vu, ils n'ont pas pu vous défendre. Les gens de l'ONU là, les gens de la CEDEAO, ils n'ont pas pu vous défendre. Donc repartez.
ne participait plus à cette opération de déstabilisation du Mali. Je vais m'arrêter là en disant que c'était ce dernier point-là qui était très intéressant pour moi, parce que ces gens qui sont déjà sur le territoire malien, ils doivent partir et renoncer à leur dessein criminel. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Merci à vous, Monsieur Kaloseli. Merci beaucoup d'être passé par ici et merci pour cette analyse. On revient d'abord sur le plateau, on verra tout à l'heure si le temps nous le permet. Si on pourra prendre d'autres appelants, on va faire l'autre tour justement, toujours autour de cette question malienne. Dr Yamtimba, Issa Diawara a tout à fait justement relevé un point assez important dans son commentaire. Le sort, si on peut le dire comme ça, de ces 46 ou 9 Ivoiriens qui ont été libérés, il faut s'interroger comment est-ce qu'ils vont être gérés, parce qu'on estime quand même que ils ont été, voilà, comme il a dit, ils ont côtoyé les militaires maliens. Il y a eu beaucoup de choses, des discussions autour. Aujourd'hui, ils vont rentrer du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça peut aussi être un autre problème? Pour qui? Problème pour qui? Je pense qu'à un moment donné, si on doit gérer des États, eh bien, on reste froid. C'est des Ivoiriens. Ils avaient des passeports ivoiriens, non? On les reconduit à la frontière ivoirienne, point. Après, la Côte d'Ivoire s'en occupe. Maintenant, les gens vont peut-être vous dire oui, mais s'il y a risque pour leur vie, par exemple, il faudrait peut-être que le Mali... Ils ont peut-être livré des secrets. Ils ont forcément livré des secrets, puisqu'ils venaient pour une mission secrète. Donc nécessairement, ils ont livré des secrets. Mais il reste que la fameuse communauté internationale et ces grandes ONG de défense des droits de l'homme, je crois que, je vous ai dit, cette décision du Mali est historique. Et les gens s'en souviendront des décennies longtemps après. Là, les fameuses ONG des droits de l'homme ont une vraie mission. Ces organisations internationales non gouvernementales, elles ont là un os à croquer. Parce qu'il faudra bien qu'elles s'assurent que les droits de ces gens-là sont respectés. Et le premier de leurs droits, ça va être la vie. Parce que si demain ou après-demain, on commence à nous raconter qu'il y a eu des accidents partout, des crises cardiaques à gauche, des disparitions mystérieuses en mer ou dans des fleuves, eh bien, il faudrait bien que ces ONG viennent nous expliquer ce qui se passe. Parce que ces soldats-là, un soldat ne meurt pas comme ça. Un soldat, c'est un type entraîné à survivre. Donc, en réalité, aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire croyait faire quelque chose de terrible au Mali. Là, elle a un vrai problème. Tout à l'heure, Lenny Parfendom parlait des échéances électorales. Ça va être un des sujets les plus importants de ces échéances électorales, de ces campagnes. Parce que il suffira qu'un parti demande où sont les 49 soldats, eh bien, il faudra les présenter. Si d'aventure, on ne les présente pas, ce sera une cause suffisante d'accusation du gouvernement d'avoir fait disparaître des êtres humains. Un être humain, ça ne peut pas disparaître. Donc, il y a là un très sérieux problème au niveau pour la Côte d'Ivoire, mais à eux de gérer ces patates chaudes et ce dossier brûlant. Le Mali, lui, il a réglé un problème auquel il était confronté. Et en tant qu'État, il a magistralement géré ce problème-là. Et il l'a magistralement réglé. Ceux qui étaient les mandataires, ceux qui ont mandaté la Côte d'Ivoire dans cette opération, ceux qui l'ont mandaté dans cette opération, eh bien, à eux de gérer la situation actuellement. Parce que nous avons bien remarqué que la CEDEAO, via son président actuel, a été très active et a énormément pris très souvent position dans cette affaire. Eh bien, je crois que là, elle a un vrai dossier à gérer. Comment protéger 46 citoyens ivoiriens. Et si, d'aventure, la CEDEAO, qui peut être capable de s'attaquer à un État, n'est pas capable de sécuriser la vie, de protéger 46 personnes, eh bien, on se rendra bien compte que c'était une coquille vide qui ne faisait pas son travail. Nous voudrions espérer que ce ne sera pas le cas, et par solidarité pour les Africains de ce groupe-là, puisqu'il semble qu'il y avait des Africains là-dedans, l'un des principes du panafricanisme, c'est la solidarité du monde noir. Nous espérons que de manière extrêmement rigoureuse,
les panafricanistes demanderont à chaque fois les nouvelles de ces gens-là pour s'assurer que le régime ivoirien soit mis devant sa responsabilité historique. Mais pour ça, parce que de façon officielle, ce sont eux qui sont responsables de ces gens-là. Donc ils seront mis devant leur responsabilité historique et qu'il n'y aura pas de possibilité de se débiner en disant nous ne savons pas ou on ne maîtrise pas. Oui, une petite interrogation avant peut-être passer la parole à M. Ndom, parce qu'on a vu, on a écouté certaines réactions à l'instar de M. Zerfel, qui n'est pas d'ailleurs le seul, hein, beaucoup ne sont pas d'accord avec cette décision du gouvernement malien. Je vais par exemple lire encore cet autre message d'un téléspectateur, Stéphane Cissé, qui dit « Je ne suis pas trop d'accord pour cette libération. On aurait dû nous montrer au moins le procès de ces mercenaires qui ne sont pas tous des Ivoiriens. » Assimi, le président, a préféré couvrir à dos, donc Alassane Ouattara, le président, et a choisi les milliards pour la caisse du Mali. Il ne nous a pas, respecté. Alors, est-ce que, au-delà des autres petits commentaires, vous comprenez tout de même ce sentiment aujourd'hui des Africains, lorsque, on le sait, lorsque cette affaire éclate, les Africains, le peuple a manifesté son soutien au gouvernement malien. Alors, tout ce qu'on savait effectivement, c'est que les 49 ou 46 militaires étaient détenus du côté du Mali. Aujourd'hui, on apprend qu'ils ont été graciés. Est-ce que vous comprenez quand même ce que ressentent ces Africains-là qui ne sont pas d'accord? Bien sûr. Et le minimum, c'est de comprendre, d'écouter leur point de vue. Et nous écoutons leur point de vue. Mais nous leur disons ceci. Ce n'était pas un procès pour vol à l'étalage. Ouais. Ce n'était pas un procès pour vol à l'étalage. Il faut qu'on s'entende bien. C'était pas d'abord ça. Et que ce type de procès qui concerne la sûreté de l'État et qui concerne la pérennité, même l'atteinte aux institutions, ce ne sont pas, généralement, ce ne sont pas des procès publics. Okay. Ça, c'est la première chose. Et de façon, sur le plan de la procédure, sur le plan de la procédure, généralement, ce ne sont pas des procès publics. Okay. Ça, c'est un. Et puis deux, ces procès qui vont mettre face à face deux États, ce sont des procès au cours desquels les États ne... Je vous ai dit que ce n'est pas un concours de beauté. Oui. Les États ne gèrent pas comme par exemple pour un vol à l'étalage, on vous présente la personne parce que le crime suscite la clameur publique, donc on vous présente celui qui a fait le crime. Mais dans ce genre de choses, les États gèrent des atouts diplomatiques. Et ces atouts diplomatiques peuvent apporter des bénéfices aux États et donc aux populations. Et il y a donc un certain nombre de restrictions, par exemple à la publicité sur ces procès-là. Il faut que les gens le comprennent, c'est très important. Il y a l'aspect purement intellectuel, mais il y a aussi les aspects de gestion de l'État, de l'administration d'un État qui ne sont pas forcément ce qu'on aimerait entendre. Et puis l'autre chose que je voudrais dire à notre ami, c'est que un chef d'État gère d'abord les intérêts de son peuple. Oui. Tous ne le font pas. Il y en a qui ne le font pas et manifestement ceux qui s'en vont provoquer des guerres contre d'autres États ne le font pas. Lorsque vous envoyez 49 personnes pour aller participer à la déstabilisation d'un État, vous ne protégez pas votre propre peuple parce que l'effet boomerang peut être extrêmement violent et brutal et détruire votre pays. Le président Assimi Goïta, malheureusement, ne va pas régler les problèmes intérieurs de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont certainement besoin de voir ces gens, mais pour le Mali, tout ça est transparent. C'est simplement des mercenaires qu'on a arrêtés, c'est tout. D'où qu'ils viennent, ils sont des mercenaires. Et de façon factuelle, on regarde quelle est la nationalité qu'il y a sur leur passeport. Oui. On ne va pas commencer à chercher, ils viennent d'où. Ils viennent d'où? Est-ce qu'ils viendraient d'autres pays? Si évidemment, c'est une opération secrète, certaines informations sont détenues, mais ces informations relèvent du secret d'État. On ne va jamais vous dire de quel pays ils viennent. On ne va jamais vous dire exactement ils ont été formés ou quel type d'armement. Parce que pendant ce temps, il faut aussi demander quelles étaient leurs compétences réelles en matière, qui savait manipuler les explosifs, qui était sniper, qui était un expert en informatique. C'est des informations sensibles qui sont gardées en tant que secret d'État et qui sont des atouts que l'État utilise dans les négociations et sur le plan diplomatique. Donc aujourd'hui, ce qui importe pour l'État du Mali, ils ont des passeports ivoiriens, on va les reconduire à la frontière ivoirienne. Aux Ivoiriens d'aller les attendre à l'aéroport ou à la frontière
à la frontière terrestre, pour les voir, et à eux, soit par exemple, ils peuvent porter plainte en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a ce genre de dispositions dans la loi ivoirienne où un citoyen peut porter plainte à l'État ivoirien. Ils peuvent donc porter plainte à l'État ivoirien pour exiger que ces gens-là soient que ces gens-là soient montrés au public. Mais ça, c'est une affaire intérieure de la Côte d'Ivoire. Et cet aspect-là n'a pas d'importance pour l'État malien. Donc, je comprends fort bien ce ressentiment, mais il y a différents niveaux d'action qui peuvent être menés, même par de simples citoyens. Par exemple, dans le cas d'espèce, j'imagine que la dame qui parle, compte tenu de son nom, elle est ivoirienne. Eh bien, ce qu'elle peut faire, c'est porter plainte au niveau, aller vers la justice ivoirienne pour exiger que cette personne-là soit présentée au public. Est-ce que les autorités ivoiriennes vont l'accepter? Je suis persuadé qu'on va lui opposer le secret d'État en lui disant que cette affaire relève des opérations des services secrets et donc du secret d'État et ne pourra pas y accéder. C'est aussi ça, la réalité de la vie politique. Il faut bien le comprendre, mais il faut savoir que ce qui importe, est-ce que l'Afrique y a gagné quelque chose? L'Afrique y a gagné un conflit par procuration qui aurait pu naître et qui a été évité. Et je crois que c'est très important et nous devons aujourd'hui nous assurer qu'il y a eu la restauration des relations entre deux pays tels que le demandait le Mali. C'est ça qui est le plus important. Monsieur Ndom, avant peut-être d'interroger les futures relations aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ces deux pays qui étaient depuis justement le début de cette affaire sous tension, peut-être un mot sur ce que ressentent aujourd'hui ces Africains. D'autres parlent de trahison de la part du Mali. Monsieur le docteur Yam va essayer de nous expliquer effectivement comment est-ce que ce type d'affaires se gère. Alors vous également, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Évidemment, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison, on le comprend parfaitement et on va bien faire de revenir là-dessus. Ce type de procès n'est jamais des procès open. Parce qu'il concerne un certain nombre de questions qui touchent même à la sécurité du pays. Il y a un certain nombre de questions qui seront posées, un certain nombre d'informations dont les mercenaires ont été obligés de donner. Mais vous ouvrez un procès comme ça, mais il n'y a pas que vous. Il y a même vos ennemis qui seront capables de détecter que, bon, attention, là il y a une faille là, il y a une faille là, et il peut même exploiter, n'est-ce pas, l'ensemble de ces informations données par, n'est-ce pas, ces mercenaires pour tenter autre chose. Donc il faut faire attention. Et puis, comme Yam l'a dit, il y a des questions d'État, d'intérêt national, de diplomatie nationale, de type de concessions qui seront faites, qui à mon sens, ne sont pas de nature à être partagées par tout le monde. Mais en politique, on dit moins on sait et mieux ça vaut. C'est beaucoup plus précis dans ce cadre-là. Moins on sait et mieux ça vaut, patient par fin d'eau. Est-ce que justement, par cette petite phrase que vous avez lâchée, on ne pourrait pas dire aujourd'hui que ces mercenaires sont aussi en danger dorénavant, dans la mesure où les mercenaires, ils ont un code de conduite, le silence, assumer certaines choses, etc. etc. Est-ce que la libération ne devient pas un problème finalement pour eux? C'est ce que Yam disait tout à l'heure. On a refilé la merde au gouvernement ivoirien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous le savez pertinemment, les États-Unis, la grande démocratie du monde, on n'a jamais été capable de nous dire effectivement qui a tué Kennedy. Vous comprenez? Parce qu'il y a toujours ces raisons d'État qui obligent souvent à cacher un certain nombre d'informations, parce qu'en réalité, si on arrive à ouvrir correctement ces dossiers-là, c'est l'État, mais parlons des États-Unis qui va être impacté. Mais sur le plan moral, sur le plan plus. D'abord, je profite. Il y a un certain Madou Zadi Yadé qui se meurt dans les prisons ivoiriennes. Il y a Madame Picherim Balin qui est en prison justement à cause d'un voyage fait au Mali. Et il y a des docteurs. On est face à un docteur d'une cinquantaine, pour la simple raison qu'ils ont évoqué le fait que nous sommes là. On veut mettre à disposition de notre pays, de notre peuple, tout ce que nous avons engrangé pendant toutes ces années d'études comme connaissance. Que fait M. Ouattara?
c'est la case prison, ils sont passés par la MACA, ils ont été condamnés par sursis. Vous voyez? Donc, sur le plan moral, je pense que le Mali vient de donner notre véritable leçon au gouvernement ivoirien. Je ne parle pas des prisonniers qui sont issus de la crise post-électorale de 2011, dont certains sont toujours en prison dans des hauts gradés de l'armée. Ne l'oublions pas. Donc, je crois que aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur la Côte d'Ivoire. Comme les anglophones, on eyes on me. Que va faire le gouvernement de M. Ouattara? Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ils vont faire quoi? Bon, il fallait qu'on monte. Pour ceux qui ont été vigilants, quand les 3 dames ont été relaxées, au moins notamment à l'aéroport, quelques photos ont été prises, les gens les ont vues. Mais je suis convaincu que le gouvernement ivoirien fera tout pour que les 46 autres mercenaires ne soient connus de personne. Ça leur met à total. Pourquoi? Parce que cela a des conséquences. Nous savons pertinemment que parmi ces gens-là, il n'y avait pas que des Ivoiriens. Oui, pour la plupart, c'était des légionnaires. Imaginons donc que vous êtes devant vos télé et vous voyez votre frère. On vous dit que c'est un Ivoirien qui a participé à une opération de barbouzerie au Mali. Mais ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'implications dans ce jeu-là. Maintenant, le Mali a quand même les photos de ces gens qui sont passés par tous les côtés, filmés, refilmés, etc. Donc, ils seront refilés, n'est-ce pas, à des amis qui veulent reconstruire un nouveau renseignement, un nouveau type de sécurisation de nos États et de nos peuples. Donc, on sera effectivement qui a fait quoi. Donc, ne perdons pas, restons calmes. C'est une véritable victoire pour le panafricanisme, c'est une véritable victoire pour l'Afrique, c'est une véritable victoire de tous ceux qui refusent dorénavant que les opérations de barbouzerie se passent sur notre continent et que ça ne puisse pas être suivi de faits en termes de sanctions, en termes de capacité pour nos États de dire tout de suite et maintenant que c'est terminé cette manière à la Foucault ou bien à la Bob Denard qui est devenue la marque de fabrique de certains États occidentaux sur notre continent. Une fois de plus, nous disons à M. Alassane Ouattara au gouvernement ivoirien, faites preuve un peu comment dire ça, soyez à la hauteur, n'est-ce pas, de cette fleur qui vous a été faite, libérez Mme Picherum-Balé, libérez M. Madou Sadiyadé, libérez l'ensemble, n'est-ce pas, et puis lever, ou user de votre grâce présidentielle pour lever les condamnations à la fois idiotes, injustes et inimaginables qui ont frappé ces jeunes docteurs. Mais c'est incroyable, et l'Afrique c'était de jeunes intellectuels qui disent nous sommes bardés de diplômes, nous voulons être au service du pays. On les envoie directement à la MACA. Mais c'est surréaliste. Parce qu'ils n'ont pas de pays. Mais c'est pas possible. Donc je pense que c'est M. Ouattara qui a ce problème-là aujourd'hui. On ne peut pas tous les prisonniers de la crise post-électorale, dont certains continuent de mourir dans cette prison ivoirienne. Il y a même certains, même Soul to Soul, le bras droit de Soro, qui a été arraché de sa cellule par des hommes encagoulés et qui a été amené à on ne sait où. Et puis, je le dis quand même, je sors par là pour dire à ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les dirigeants du moment, faites très attention. Faites très attention. La vie ne s'arrête pas avec le gouvernement de Ouattara. La vie va continuer. Parce que qu'est-ce qu'on constate, M. Bachir, Mme Manuela? La plupart des gars qui sortent de la prison là, sous Ouattara, c'est des morts, pratiquement. Oui. Soit ils ont été empoisonnés, soit ils ont subi des types de tortures qui ne donnent plus la possibilité de vivre longtemps. Ça, ce dossier-là, un jour, il va ressurgir et ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara aujourd'hui seront obligés d'assumer leur part de responsabilité dans ce crime assez ouvert qui ne dit pas son nom. Merci de l'avoir rappelé. Eh bien, en parlant des 49, je lis ce petit message de Hugo Deluqueuse qui nous suit en live streaming sur Facebook. Ils vont aller montrer leur village en Côte d'Ivoire. En tout cas, je voulais lire un tout petit peu, ça nous a fait marrer. On va donner donc la parole à Barthélémy Zaongo. Barthélémy, certainement ce sera le dernier mot sur ce sujet, et puis on abordera la question burkinabé. Quelle leçon retenir finalement de cet épisode, en tout cas le final qui vient de se faire? Alors, Bachir, je dirais que cette affaire des 46 ou des 49 mercenaires alors, qui ont
été gracié par le pouvoir d'Assimi Goïta. Alors moi, je résumerai en disant que c'est une honte étatique. Alors, et la honte étatique, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis l'Antiquité. Alors, Assimi Goïta a infligé une honte à l'État français sous Macron. Voilà. Donc, quand il partait, et je pense que c'était une honte que Assimi Goïta a infligée à la force Barkhane. Alors, et ça continue aujourd'hui. Et Assimi Goïta a démontré qu'il est supérieurement et stratégiquement fort et face à ses adversaires. Et je pense que quant à l'avenir de ces 46 soldats, je pense qu'Ado assume sa honte. Hein. Voilà, je peux le dire ainsi. Ado assume sa honte. Et l'Ivoirien, la classe politique ivoirienne est aujourd'hui affaiblie. Voilà, je pense que depuis l'incarcération du système de FPI, que ce soit Blé Bouté, que ce soit tous les proches de Gbagbo, et je pense que la classe politique ivoirienne dans son ensemble a été affaiblie par le système de Ouattara. Alors, donc, je pense que Ado n'a pas de... Voilà, diplomatiquement, il fait des fautes comme Macron, hein, comme son camarade ou bien son papa. Alors, donc, ils ont, quand je me rappelle effectivement des passeports ou bien de la nationalité que l'État ivoirien avait délivré à Blaise Compaoré, les gens l'avaient demandé, et pourquoi vous avez donné un passeport au président Kinabé? Il dit que non, qu'ils ont donné. La porte-parole du gouvernement ivoirien a dit, nous avons donné la nationalité à Blaise Compaoré, un point c'est tout. Alors, donc je pense que Ado, diplomatiquement, échoue, comme d'habitude, et je pense que le plus important est que le Burkina, et non pas le Burkina, et l'Afrique en général, la sous-région en particulier, et en allant beaucoup plus en profondeur, le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères, et je pense que la Côte d'Ivoire ne va pas se limiter autour de Ouattara. Après Ado, il y aura un président. Alors, donc je pense que c'est à la jeunesse africaine d'être toujours vraiment branchée, c'est à la jeunesse panafricaine de se dire que cette génération de présidents dont Ado incarne n'est pas une référence pour la Côte d'Ivoire, n'est pas une référence pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ça le plus important. Voilà, donc c'est ce que vraiment j'avais vraiment résumé pour cette affaire des 46 soldats qui ont été libérés par le président Assimi Goïta. Merci, cher Barthélémy. Nous restons avec vous pour lancer donc la question burkinabé. On y fera pourquoi pas un tour de table et si possible des relances. Voilà. Ok. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que les autorités de la transition au Burkina Faso ne veulent plus avoir affaire à Luc Alad, qui est l'ambassadeur de France accrédité à Ouagadougou. Et selon plusieurs sources, Olivia Wamba, la ministre burkinabé des Affaires étrangères, avait adressé un courrier officiel au Quai d'Orsay en fin décembre pour demander, je cite, à changer d'interlocuteur. Et fin de citation. Alors la question que l'on pose à Barthélémy Zaongo, Barthélémy, que reproche-t-on à cet ambassadeur? Est-ce que cela va désormais changer de paradigme dans la coopération entre le Burkina Faso et la France? Est-ce que par la suite on pourrait se retrouver quand même à demander le départ même de la force Sabre qui est de ce côté-là, chargée de lutter contre le terrorisme? Est-ce qu'il y aura une rupture totale des relations entre la France et le Burkina Faso? Ok, Bachi. Alors, d'entrée de jeu, je salue vraiment le dévouement, le courage du jeune président Ibrahim Traoré pour cette étape. Puis il a vraiment posé à travers sa ministre des Affaires étrangères, Olivia Wamba. Alors, dit que c'est une décision d'ordre géostratégique. Ce sont des jeunes officiers qui viennent de prendre quoi et qui ne sont pas aussi expérimentés. Voilà, il faut le dire objectivement, ils ne sont pas aussi expérimentés. Mais quand même, ils arrivent quand même à prendre des décisions d'ordre beaucoup plus géostratégiques que l'on pensait. Alors, donc, dit que ça va vraiment couper le cordon ombilical entre la vieille puissance coloniale et puis le Burkina, c'est assez trop dit, voilà, parce que l'Afrique et puis la France sont liés depuis plus de 600 ans, l'Occident en général. Alors, donc je pense que c'est une approche qui sera beaucoup plus stratégique et de façon comment dirais-je, en crescendo. Voilà, c'est pas du jour au lendemain que l'Occident va quitter le Burkina et globalement au niveau du continent africain. Alors je pense que cette décision va dans deux sens. Premièrement, il faut dire que
Ibé, le jeune président Ibé a été monté par une jeunesse panafricaine qui voulait la diversification des partenariats géostratégiques avec Moscou. Alors, donc, le 30 septembre jusqu'au 1er 2, alors, donc, ce sont les drapeaux maliens et les drapeaux russes qui flottaient autour de la ville de Ouagadougou. Alors, donc, Ibé n'a pas le choix que d'aller vers la volonté du peuple burkinabé, d'aller vers la volonté des masses populaires africaines. Alors, et secondo, il faut dire que l'Occident est en déclin relatif. Avec ce qui s'est passé avec le Mali, et ça constitue un avantage stratégique pour Ibé, dans la mesure où, même si il prenait des décisions beaucoup plus géostratégiques que l'Occident, parce que la France agit avec les États-Unis, le système financier international. Et c'est qu'en prenant cette décision, il aura vraiment des répercussions. Il pourrait avoir peut-être suspension de l'aide budgétaire, par-ci par-là les financements. Mais je pense qu'il a un avantage géostratégique parce que le Mali et le Burkina Faso partagent le même terrain, le même terrain géopolitique. Ils sont dans le même précaré français. Ils ont le même problème sécuritaire. Certes, c'est vrai que le jeune président vient de prendre le pouvoir, mais il a hérité d'un système, un fossé abyssal qui a été orchestré par Roch-Marc Christian Kaboré, le président d'Amiba et Blaise Compaoré. Donc, mais ce fossé-là, quand même, ne l'a pas empêché d'aller vraiment vers la continuité que Assimi Goïta a enclenchée, en tout cas en essayant vraiment d'aller vers la diversification et de contrer la marche de l'Occident au niveau du Burkina Faso. Donc, je pense que c'est une décision géostratégique qui ne va pas beaucoup jouer sur le cordon ombilical entre le Burkina et puis la vieille puissance coloniale. D'autant plus que, à l'heure où nous en sommes, le Burkina Faso a une armée extrêmement corrompue. Et malgré les 311% d'augmentation budgétaire au niveau de l'armée, on ne voit absolument rien en termes de résultats. Alors, donc, je pense que l'approche sera beaucoup plus progressive, d'autant plus qu'au niveau interne, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, Ibé, l'approche est beaucoup, la forme est là, mais dans le fond, je pense que l'approche c'est de mettre la pression sur les autorités françaises et les faire savoir que le Burkina d'hier et puis le Burkina d'aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Blaise Compaoré n'est pas Ibé et Damiba n'est pas Ibé et il a un soutien de la part de la jeunesse panafricaine, il a un soutien de la part des lobbies pro-russes, les mouvements panafricanistes pro-russes. Et je pense que c'est dans ce sens-là que Ibé, la décision d'expulser, et ça n'a même pas commencé avec l'ambassadeur. Il y a eu l'interdiction de la suspension des RFI jusqu'à nouvel ordre. Il y a eu des révélations fracassantes sur l'agenda de l'ambassadrice onusienne au niveau du Burkina Faso. Donc il y a eu quand même tellement de décisions courageuses que Ibé a pris depuis son arrivée au pouvoir. Je pense que vraiment cette décision sanitaire. Et je pense que ce n'est pas aussi une façon de dire, bon, voilà, le cordon, stratégiquement, le cordon est coupé entre nous et puis le monde occidental en général. Voilà, merci à vous, M. Barthélémy Zaongo. On revient donc sur le plateau pour sortir aussi avec mes invités sur la thématique Burkina Faso. Je commence par monsieur. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà, ouais. Sur cette question. Alors, les relations entre, finalement, la France, une fois de plus, et le Burkina Faso, sous la présidence de monsieur, bien sûr, Ibrahim Traoré, semble de plus en plus tendu. Est-ce qu'on a, avec cette affaire, est-ce qu'on peut également s'attendre à ce que le Burkina Faso prenne la même décision que le Mali aujourd'hui en envoyant l'ambassadeur? Surtout que je pense qu'il n'échappe à personne que le Burkina Faso est dans une spirale extrêmement difficile en ce qui concerne la question sécuritaire, liée aux nombreuses attaques que ce pays a subies au point où, à un moment donné, on a même craint, en ce qui concerne la capacité à dire complètement la disparition de l'État. Alors, il y a cette nouvelle volonté qui a pris le pouvoir au niveau de Burkina Faso par le biais du capitaine Ibrahim Traoré, et qui, de plus en plus, on le voit,
c'est un militaire dans le style que tous les Africains aimeraient voir un jeune militaire. Il est au front. Il ne va pas s'enquérir de l'état de ses troupes. On peut penser, oui, mais c'est un peu populiste parce que ça se pose. Non, mais il va leur dire dans l'un de ses discours. Je le fais pour dire à vos leaders que c'est ça qu'il faut faire. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile et compliquée, lors de questions, que les principaux, j'allais dire, officiers qui commandent cette opération de riposte contre le djihadisme et disent domicile dans les bureaux. Non, il faut être au front. On est surtout au front pour toucher du doigt la réalité de la détresse des populations qui sont dans ces zones-là où, n'est-ce pas, ces terroristes font la pluie, le beau temps. Et dans son discours à la veille de la célébration de l'indépendance du Burkina Faso, il rappelait à ses compatriotes, je vais juste le paraphraser, il disait, détrompez-vous, nous ne sommes pas encore indépendants. Mais voilà, voilà. Et surtout qu'il y a des rapifiaux au niveau de Ouaga qui mènent la belle vie et qui oublient qu'il y a l'intérieur du pays qui est en guerre, où les gens font des cauchemars chaque jour qui passe parce qu'ils ne sont pas sûrs du lendemain. Donc, je crois que, de mon point de vue, c'est le charme de cette nouvelle façon de diriger un pays qui m'a beaucoup plus fait plaisir. Mais maintenant, en ce qui concerne M. Luc... Comment vous appelez Oui, je ne suis pas obligé de bien prononcer le nom de ces gens-là, parce que aussi, ils ne prononcent pas bien les nôtres. Si c'est Ndom, ils vont dire Ndom. Monsieur Ducalat, la ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, c'est Madame Lumba. Madame, qui est une... Vraiment, ça prouve qu'il y a de la richesse dans notre continent. On nous a fait croire que nous étions pauvres. Le Burkina, c'est un désert s'ils sont pauvres. Mais quand on voit la qualité des hommes, j'aime à le dire, la richesse, quand on parle d'Afrique, ce n'est pas seulement notre sol, notre sous-sol. Il y a d'abord la qualité des hommes qui sont sur notre continent. Cette dame-là, une fois de plus, elle m'a fait penser au ministre malien Diop. Incroyable. Elle est excellente. Elle a mis le pied dans le plat et a démontré. Monsieur l'ambassadeur a eu des attitudes, des comportements vis-à-vis du gouvernement de Burkina Faso qui sont inacceptables ailleurs. Inacceptables. Vous ne pouvez pas être, alors que vous représentez les intérêts de votre État soi-disant, mais non seulement vous vous immiscez dans les affaires intérieures d'un pays qui n'est pas le vôtre, sans l'autorisation de ce pays, pire, vous tentez d'instrumentaliser la question ethnique à des fins politiques. Et en ayant des déclarations à l'emporte-pièce d'une gravité hors norme. Donc je pense que l'État de Burkina était dans son bon droit de demander le départ de ce monsieur. Exactement, je pense, comme l'ont fait avec déjà quelle dame là, ça me chape. Oui, la représentante des Nations Unies. Qui, elle, avait des informations sur des questions sécuritaires, mais qu'elle gardait pour elle. Qu'elle refusait de le mettre à la disposition des autorités qui l'accueillent sur leur sol. Vous voyez, au-delà de la condescendance, je crois qu'il y a une question de racisme, même primaire, dans l'attitude de ces gens-là. Donc je pense sincèrement que le nouveau gouvernement de Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le pays de Thomas Sankara, ne peut pas continuer d'accepter qu'un individu qui représente un pays comme la France, avec qui nous avons des relations tumultueuses, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, du point de vue de notre histoire. Quand j'aime parler de l'affaire de contentieux historique, le Burkina a aussi de grandes pages, n'est-ce pas, dans ce contentieux historique avec la France, mais que ce soit justement le représentant de la diplomatie française, j'allais dire, et un domicile au niveau de Burkina Faso, qui est cette attitude vis-à-vis d'un pays qui est en détresse. D'un pays où on voit aujourd'hui l'avenir de ce pays complètement remis en question par cette chienlit sécuritaire. Donc je pense que c'est une question d'irresponsabilité. On a même trop supporté la gueule de ce pays, de ce monsieur encore au niveau de Burkina Faso. Il faut très rapidement le renvoyer chez lui et obliger la France à signer une espèce de gentleman agreement au point où qu'il soit capable d'accepter, n'est-ce pas, des clauses de confidentialité, mais surtout des clauses du respect même de la déontologie
n'est-ce pas, de travail d'un diplomate dans un pays tiers. Sinon, nous considérons que ces gens-là, ils sont pires qu'en co-belligérance avec les terroristes. Ils sont même les acteurs principaux de la déstabilisation de Burkina Faso. Et cela peut nous entraîner à penser que dans un bref délai, c'est cette tendance, cette culture, cette façon de traiter un État libre comme le Burkina Faso se poursuit, qu'il y ait des ruptures de relations avec ce pays, parce que ce pays-là, avec ses représentants, se seront constitués comme le véritable problème dans le problème qu'affronte aujourd'hui le Burkina Faso. Et ça, c'est pour cela que je comprends parfaitement, n'est-ce pas, et de manière logique, la décision, je l'espère, qui sera effective bientôt, de Burkina Faso, de renvoyer, n'est-ce pas, ce petit Gaulois chez lui, parce que, bon, il suffit de voir sa gueule, c'est une gueule de petit Gaulois qui pense qu'il a affaire à des Tintins au Congo, avec des singes qui sont au Burkina Faso. Nous sommes dans la réappropriation de nos souverainetés. C'est un message important à envoyer à tous ceux qui viennent sur notre continent, qui comprennent que dès maintenant, c'est terminé, ces attitudes de suprémacistes qu'ils avaient tendance à faire, à déployer, même vis-à-vis des gens aussi importants que ceux qui aujourd'hui portent la vie, j'allais dire, l'ensemble de l'avenir de notre continent. Merci, patient Parfendum. Docteur Yambé Timba, avec vous, on va certainement boucler le tour de table. Après Barbara Manzi, qui est la représentante résidente des Nations Unies, expulsée, même si l'ONU a dit que le qualificatif de persona non grata ne s'applique pas au personnel de l'ONU, à ses fonctionnaires. Aujourd'hui, il y a Luc Alad qui est également, à qui on a demandé de plier bagage. Est-ce que cela signifie de manière claire que le Burkina Faso veut casser avec cette dynamique qui voulait que les organisations internationales et certains pays aient la main mise, le droit de vie ou de mort au pays des zones intègres? Mais, vous parlez de Madame Manzi. Oui. C'est la spécialiste des coups tordus dans les zones de conflit de l'ONU. Donc, ce qui ressort de toutes ces décisions et de toutes ces actions ou de tous ces actes du gouvernement burkinabé aujourd'hui, c'est de rappeler à tous les Africains, parce que c'est l'Afrique qui m'intéresse prioritairement, c'est de rappeler à tous les Africains que l'ONU est la plus grande centrale de renseignement au profit de l'OTAN dans le monde. À votre avis, pourquoi est-ce que vous n'entendez jamais des scandales de fonctionnaires de l'ONU en Chine, en Corée du Nord, en Russie, n'importe comment? Pourquoi il n'y a pas de scandale là-bas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de scandale dans ces pays-là? Parce que là-bas, on les tient. Mais pourquoi il n'y a pas de scandale de ces fonctionnaires en Hollande, en Belgique, en Suisse, en France, en Espagne, en Italie? Pourquoi il n'y en a pas? Parce que là-bas, il n'y a rien à faire. Ils ne sont pas en mission de renseignement, de collecte de renseignements là-bas. Donc, dans les pays africains, ils sont tous en mission de collecte de renseignements. Et évidemment, je pense que les Africains devraient revoir effectivement, il devrait y avoir une sorte de procédure de présence des diplomates chez nous. Oui. Nous sommes quand même un continent assez curieux où un ambassadeur peut se lever, aller où il veut, quand il veut, comme il veut. Ce qui est quand même scandaleux. Puis vous êtes ambassadeur d'un pays africain en Europe ou en Amérique du Nord, vous prenez le temps même de vous demander si vous devez aller au supermarché. Et ici, chez nous, vous trouvez les ambassadeurs dans les quartiers les plus mal famés et ils ont toujours les renseignements de première main de tous les gens qui, quand il y a de tous ces mercenaires-là, bon, ils les appellent terroristes, tous ces mercenaires-là, comment ils font pour avoir tous ces renseignements-là? Donc, il y a ce problème. Mais il y a spécifiquement par rapport à ce monsieur Luc Alad. Enfin, qu'importe comment il s'appelle, de ce monsieur qui fait problème au Burkina Faso, il faut comprendre que la France n'a pas changé de job description de ce qui la représente en Afrique, même après les indépendances. Ce qu'on appelle les ambassadeurs français en Afrique sont en réalité des gouverneurs coloniaux. Ils se comportent comme tels, ils se sentent comme tels, et ils ne comprennent même pas du tout que certaines personnes qui se font appeler président de la République ou chef d'État en Afrique se croient même au-delà de la forme qui consiste à recevoir leur lettre de créance, se sentent en droit de devoir penser qu'ils ont plus de puissance qu'eux. Donc,
Vous avez des gens qui se considèrent comme étant donc ces gouverneurs coloniaux et ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et là, vous avez un nouveau pouvoir qui arrive. Il faut harceler ce pouvoir. Parce qu'il est presque sûr que ces gens n'ont pas vu arriver Ibrahima Traoré au pouvoir. Ils n'ont pas pressenti. Et donc, il faut le harceler, le tester, tout simplement. Tout ce qu'il fait là, c'est qu'il le harcèle, il le teste, il essaie de voir est-ce que le gars, il en a, est-ce qu'il est solide, est-ce que on peut compter sur lui, quel est le genre d'erreur qu'il peut faire. N'oubliez pas, chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir en Afrique, là où on utilise le franc CFA, et même ailleurs d'ailleurs, mais particulièrement on utilise le franc CFA, le piège géopolitique n'est jamais loin. Et donc, ce piège géopolitique est constitutif de l'enfermement dans le discours sécuritaire ou dans les considérations sécuritaires qui vous font oublier le reste des préoccupations de la nation. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va harceler ce régime-là, le pousser à la faute pour pouvoir justifier donc un certain nombre de dispositions géopolitiques qui vont être prises au niveau international. Et là, dans le cas d'espèce, ils vont utiliser une vieille méthode qu'ils ont toujours utilisée en Afrique. Particulièrement l'Afrique, là où on parle le français. Les Français utilisent la méthode de la division. On a testé ce gars, il ne semble pas céder. Son gouvernement ne semble pas céder. La société civile semble faire bloc autour de lui. Par contre, comme dans toute société, il y a de vieilles querelles. Même dans une famille, il y a de vieilles querelles. On va aller ressusciter de vieilles querelles qui sont en train d'être dépassés en termes de contradictions historiques et on va les remettre au goût du jour. Donc vous allez avoir un ambassadeur qui, parce qu'il croit qu'il est un gouverneur colonial, eh bien il va s'occuper de tout et de n'importe quoi, de choses qui n'ont rien à voir avec la diplomatie, et il va ressortir donc ces choses. Il suffit de prononcer une phrase, vous lancez une phrase et dès que cette phrase-là est lancée, en fait vous pouvez régler, vous pouvez susciter maintenant de nouveaux problèmes. Vous faites en réalité comme Focard leur a expliqué. Vous voulez noyer un problème, celui de la présence de la France au Burkina Faso, du camp militaire et de la force Sable dont on parlait tout à l'heure, et de l'émancipation du Burkina Faso de la France pour conquérir son indépendance, parce que le président dit que le pays n'est pas indépendant, le pays n'est pas libre. Ce qui veut dire que le président va se battre pour libérer le pays. Donc pour faire oublier ça, on fait surgir quelque chose qui risque de fragiliser donc toute la dynamique qui porte l'action révolutionnaire et l'action émancipatrice, libératrice du président. Voilà le travail de ces gens dans nos pays. Est-ce qu'il faudrait... J'ai entendu notre ami Zango parler de cordon, mais il n'y a aucun cordon ombilical. C'est dans la mythologie française qu'il y a un cordon ombilical. Il n'y a pas de pré-carré français ici. Le pré-carré français, c'est en France. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est renforcer auprès des Africains la détermination de libérer le continent et de libérer nos pays. Ce qu'il va falloir faire, c'est que lorsque le gouvernement demande quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Parce que c'est en allant jusqu'au bout que le gouvernement démontre sa détermination à porter le message, les attentes et la lame révolutionnaire que le peuple essaie de construire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une chose que nous devons... Est-ce que vous demandez si Ouaga va suivre l'exemple de Bamako? En fait, il n'y a aucune différence entre Ouaga et Bamako. Parce qu'il n'y a aucune différence entre les pays africains. Nous avons été défaits ensemble. Nous allons donc utiliser toutes les méthodes qui marchent ici ou là. Et on va les utiliser en les adaptant à un contexte particulier pour pouvoir nous relever tous ensemble. Voilà, je crois, ce qu'il faut comprendre par là et éviter de croire, et c'est ça qui donne justement l'impression, c'est que nous sommes en train d'imiter, on n'imite rien, on essaie simplement de profiter d'une dynamique de fond qui pousse le continent vers sa libération. Merci à vous, Dr Yambi Timba. Je pense que c'est aussi avec ces propos qu'on va vous dire au revoir, chers téléspectateurs. Merci à monsieur Barthélémy Zango qui était avec nous ce soir encore. Merci à vous du côté du Burkina Faso. Merci à Passion Parfendon. Merci beaucoup d'avoir été là. Issa Diawara, Timba, ils étaient très nombreux. Et si tu le permets, alors Douala Ngando a envoyé une petite citation de Francis Bébé. Je ne la connaissais pas celle-là. Passion Parfendon qui est un amateur des livres, certainement la connaît. Il dit, quand les Français sont là, nous sommes contents. Et quand ils s'en vont, nous sommes heureux.
Voilà. Donc, je n'avais jamais lu celle-là, en tout cas. Donc, c'était pour rendre aussi hommage à Douala Ngando, bien que très critique, mais il est toujours présent pour suivre nos différentes émissions. Merci à lui et à tous ceux qui nous ont suivis. C'était On referme. Voilà, donc, chers téléspectateurs, c'est la fin. On vous donne rendez-vous, bien sûr, samedi prochain pour une autre édition de l'International.